Bonjour tout le monde, bonjour et merci d'être avec nous ce soir pour ce nouveau webinaire de paradressage. Nous avons ce soir un beau comité pour animer cette vidéoconférence. On est en présence notamment de Mireille Bilodeau, qui est physiothérapeute et classificatrice de Canada Équestre. Nous avons également Sue Fall qui est présente ici, qui est également physiothérapeute, classificatrice Canada Équestre et classificatrice FEI. Jamie Ann Goodfellow est également présente ce soir. Elle est coordonnatrice du paradressage de Canada Équestre. Nathalie Desrosiers, que vous avez déjà vu dans d'autres présentations, qui est entraîneur spécialiste de dressage. Et enfin, René Lévesque de Cheval Québec. Donc, bonsoir mesdames, merci d'être là ce soir. Jamie Ann, if you want to speak. Thank you. My name is Jamie Ann Goodfellow. I'm a program coordinator for paradressage at Equestrian Canada. And I just want to thank Quebec Cheval for inviting me, and I'm available for any inquiries. I do not speak French, but I do have colleagues in the office that can translate for me. So at the end of the presentation, my contact information will be available, and feel free to reach out to me and I will get back to you about any inquiries about classification. And thanks again. Merci Jamie-Anne. Donc pour faire une très rapide traduction, donc Jamie-Anne est la coordonnatrice du paradressage chez Canada Équestre et puis elle invite toutes les personnes qui seraient intéressées à avoir plus d'informations ou des questions à la contacter. Son contact est présent un peu plus loin dans la présentation de ce soir et même si elle ne parle pas français, elle a des ressources au bureau pour pouvoir répondre aux personnes qui ne sont que francophones. René, est-ce que tu souhaitais introduire? Juste un petit mot pour vous dire que Cheval Québec est très heureuse de participer au développement du paradressage au Québec en vous offrant de la formation et de l'information traduite en français et également en vous donnant l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui s'intéressent au paradressage. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, des souhaits à nous transmettre, ne vous gênez pas de me contacter. Bon webinaire. Merci René. Donc avant de commencer, excusez-moi, donc on va pouvoir commencer la présentation. Donc la présentation de ce soir va vous être proposée par Mireille Bilodeau, donc comme je disais, qui est physiothérapeute et classificatrice Canada Équestre. Bonsoir Mireille. Bonsoir tout le monde. Donc, premièrement, bienvenue à tout le monde et merci de vous joindre à nous pour ce webinaire. Cette séance d'information-là donne suite à 2 webinaires qui ont été présentés à l'automne et juste avant les fêtes. Et puis, le but de ce webinaire-ci, c'est vraiment de présenter le processus de classification en paradressage et de démystifier ça pour vous. On veut aussi rendre l'information accessible pour la communauté francophone, donc donner accès à l'information en français le plus possible. Cette présentation-là, originalement, a été présentée par Canada Équestre en anglais. Donc, c'est une traduction du document initial qui avait été rédigé par Sue Fall, qui est aussi une classificatrice. Et puis, on va se baser sur, on va avoir une présentation PowerPoint ce soir avec des diapositives qui vont vous aider vraiment à suivre le contenu de la présentation. Donc, je m'appelle Mireille Bilodeau, je suis physiothérapeute, je pratique en clinique privée. Je suis aussi classificatrice certifiée par Canada Équestre. Et puis, j'ai été impliquée dans le monde des chevaux depuis plus de 20 ans à différents niveaux. Donc, bienvenue à ce webinaire. Alors, on va commencer par parler un petit peu de l'introduction au paradressage. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Pour ceux et celles qui avaient assisté au webinaire qui avait été présenté avant les fêtes, Nathalie Desrosiers a fait vraiment un bon travail à présenter l'introduction au paradressage. Donc, pour bien comprendre le processus de classification,
c'est certain que ça aide de comprendre c'est quoi la discipline du paradressage. Donc, on va juste faire un survol assez rapide par rapport à l'information. Perrine, on peut passer à la prochaine diapo. Alors, si on fait une petite introduction au paradressage. Donc, qu'est-ce que c'est? Premièrement, le terme para fait référence au mot parallèle. Alors, les athlètes qui ont un handicap vont avoir l'opportunité d'évoluer dans une structure de compétition de dressage qui est parallèle à celle offerte aux athlètes qui n'ont pas de handicap. Le paradressage est un sport qui a été développé en Europe en 1970. Et puis, ça a été vraiment développé dans le but de permettre aux personnes ayant un handicap de compétitionner dans un cadre qui est équitable, donc sur un pied d'égalité le plus possible. Les athlètes sont jugés sur leur habileté et leur efficacité à cheval et non pas sur leur handicap ou leur degré d'incapacité. Le paradressage est un sport qui est régi par la Fédération équestre internationale ou la FEI depuis 2006. Prochaine diapo, ça nous décrit un petit peu vraiment qu'est-ce que c'est le paradressage puis pourquoi c'est bénéficiaire pour les athlètes qui le pratiquent. Donc, que ça soit au niveau récréatif ou au niveau compétitif, on sait que les athlètes peuvent vraiment bénéficier de ce sport-là pour profiter de la liberté et du mouvement du cheval. Donc, il y a beaucoup de challenges au niveau posturaux, très bon pour la mobilité. Le paradressage donne aussi une opportunité aux cavaliers d'entraîner le cheval à vraiment exécuter une suite ou une séquence de mouvements qui vont être semblables à ceux exécutés avec les reprises dans le dressage conventionnel. Le paradressage offre aussi l'opportunité, la possibilité aux cavaliers de compétitionner avec ses pairs et de se faire juger sur ses compétences à cheval et non pas sur le degré d'incapacité. Et puis, finalement, ça donne vraiment l'opportunité aux cavaliers de pratiquer soit au niveau récréatif ou au niveau compétitif supérieur. Alors, le paradressage au Canada. Donc, au Canada, c'est le comité de paradressage de Canada équestre qui est chargé de développer les programmes pour la communauté de paradressage, vraiment des bases jusqu'au niveau compétitif supérieur international. Alors, au Canada, on a vraiment plusieurs opportunités pour la compétition, que ce soit avec les compétitions vidéo que vous pouvez faire vraiment dans le confort de votre manège intérieur, en passant par... On ne voit pas les diapos apparemment. Perrine. Si c'est... Ben, normalement, oui. Okay. Moi, je ne les vois pas changer non plus. Ah, ben oui, excusez-moi. Est-ce que comme ça, c'est correct? Ça reste sur la première diapositive. OK. Excusez-moi, un petit problème technique. Là, c'est correct. Là, c'est bien. C'est correct. C'était encore un survol puis une introduction. Excusez-nous pour le petit problème technique. Les aléas du direct. Oui, là, ça fonctionne. Voilà. On s'ajuste, hein? Alors, comme mentionné, c'est le comité de paradressage qui va vraiment développer tous les programmes de la base jusqu'au niveau international. Donc, plusieurs opportunités pour les cavaliers de compétitionner. Les compétitions vidéo, les concours locaux qui vont parfois offrir des classes de para pour les athlètes. En allant vraiment jusqu'au niveau international. Donc, il y a vraiment toute une gamme de possibilités pour que les athlètes puissent évoluer et progresser à travers les niveaux avec le paradressage. En ce qui concerne le milieu qui est plus compétitif, il y a comme deux avenues principales pour les cavaliers. Donc, la première avenue étant que les cavaliers choisissent une des reprises de Canada équestre
qui est vraiment adapté à son niveau avec l'entraîneur et puis qu'il exécute ces reprises-là en compétition. Et puis, une fois qu'il se sent comme il maîtrise ces niveaux-là, le cavalier a l'option d'aller se faire classifier vraiment au niveau international à travers la Fédération équestre internationale. Et puis, à ce moment-là, les reprises de dressage vont être adaptées à ce niveau-là aussi. Alors, juste un petit mot par rapport au groupe consultatif de classification. Donc, à la prochaine diapo, on voit vraiment une description de ce groupe-là. Donc, c'est un groupe qui a été mis sur pied pour élaborer les normes et les politiques. Puis, c'est un groupe qui va agir vraiment sous la direction de la gestionnaire principale du programme olympique et paralympique, de même que le directeur du sport. Donc, ce groupe-là, concrètement, s'occupe d'évaluer et d'approuver les demandes de classification des athlètes qui vont être admissibles pour la classification. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va recevoir les documents que vous nous envoyez, les documents médicaux, et puis qu'on va vous présenter plus tard pendant ce webinaire-ci. Et puis, le groupe va passer en revue ces documents-là et établir si, oui ou non, l'athlète est admissible pour procéder avec le processus de classification. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée, si on veut, pour le processus de classification. La prochaine diapositive nous montre vraiment la définition officielle de la classification. Je ne sais pas si vous la voyez. Oui. Alors, c'est une définition du Comité international paralympique. Donc, c'est la répartition d'athlètes en catégories sportives qui tient compte des conséquences de leur déficience sur leur capacité à accomplir les activités fondamentales dans un sport ou une discipline en particulier. Donc, on va mettre ça un petit peu plus vulgarisé. Alors, la classification en tant que telle, c'est un moyen d'évaluer le degré ou le niveau de capacité fonctionnelle de l'athlète qui découle de sa déficience. Canada Équestre va vraiment procéder conformément aux règles et aux méthodes de la Fédération équestre internationale. La classification va déterminer 3 points principaux qu'on voit sur la prochaine diapo. Alors, le premier point, c'est qu'on va vraiment déterminer si oui ou non un athlète est admissible à concourir en paradressage. Donc, on va vraiment développer là-dessus dans quelques minutes, mais essentiellement, il y a certains diagnostics ou certaines déficiences qui sont admissibles pour être classifiées en fonction de certains critères. Puis, il y en a d'autres qui ne sont pas admissibles. Donc, la classification va vraiment permettre de déterminer quel athlète est admissible ou pas pour être classifié puis pour procéder à compétitionner dans les classes de paradressage. La deuxième chose que la classification va déterminer, c'est à quel profil fonctionnel l'athlète correspond. Donc, en fonction de la classification, il y a un profil qui va être attribué à l'athlète. Et puis, il existe 48 profils fonctionnels différents. Donc, les profils en tant que tels sont vraiment établis en fonction non seulement de la partie du corps qui est impliquée au niveau des déficiences, mais aussi en fonction du niveau de déficience de l'athlète en question. La troisième chose que la classification détermine, c'est auquel des 5 grades l'athlète appartient pour la compétition. Alors, au bout de la classification du processus, l'athlète va avoir un profil et un grade. Donc, les grades, encore une fois, on va en parler plus en détail, mais en gros, il y a 5 grades. Le grade 1 étant le plus sévèrement atteint avec les déficiences et le grade 5 étant le moins sévèrement atteint. Et puis, à chaque grade, il y a des profils qui vont correspondre. Alors, un athlète va compétitionner contre d'autres athlètes qui ont le même grade, mais pas nécessairement le même profil.
je vais vous donner des exemples un petit peu plus concrets plus tard. Donc, la classification de l'athlète, concrètement, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça établit vraiment une équité. Ça permet aux athlètes de concourir sur un pied d'égalité. Donc, on offre l'opportunité aux cavaliers qui ont des déficiences physiques la possibilité de se mesurer et de compétitionner contre d'autres athlètes, d'autres cavaliers qui ont des déficiences qui sont à un niveau comparable, qui ne sont pas nécessairement les mêmes, mais qui vont les affecter à cheval d'une façon similaire. Les règles de classification qu'on utilise sont vraiment fondées sur les directives internationales qui sont définies par le Comité international paralympique. Puis, ces règles-là sont rendues spécifiques au sport équestre par la Fédération équestre internationale. Donc, c'est vraiment des normes qui sont très standardisées qu'on utilise. Donc, les athlètes vont être évalués par les classificateurs. Et puis, on va vraiment parler en détail de qu'est-ce qu'on évalue dans les prochaines minutes, mais vraiment, ça va nous permettre d'attribuer le profil et le grade en fonction de l'évaluation et des tests qu'on va faire en personne avec les classificateurs. Alors, on a parlé un petit peu de ce que c'est la classification. Je pense que c'est aussi pertinent que vous sachiez qu'est-ce que la classification n'est pas ou n'inclut pas. Donc, la première chose, c'est que ce n'est pas une évaluation de votre compétence ou de votre niveau à cheval. Donc, quand on classifie un athlète, on n'évalue pas son niveau ou sa capacité à monter à cheval en tant que tel. C'est aussi pas une attestation qu'il est sécuritaire pour un cavalier de monter à cheval. Donc, ça, c'est vraiment une discussion qui devrait avoir lieu avec votre professionnel de la santé, le médecin et aussi l'entraîneur. Donc, nous, quand on classifie, on ne détermine pas si la personne est sécuritaire lorsqu'elle est sur le cheval. On détermine vraiment si elle est admissible pour participer au sport de paradressage. Une autre chose que la classification n'est pas, ce n'est pas une confirmation par rapport au niveau de la personne, puis que l'athlète est capable d'affronter ou de concourir avec les reprises de dressage de la Fédération équestre internationale par rapport au grade. Donc, une fois qu'on attribue le grade à l'athlète, on n'est pas en train de dire que cet athlète-là va nécessairement être capable de monter aux reprises de dressage qui correspondent à ce grade-là. Et puis finalement, la classification n'est pas un processus qui est inclusif. Donc, ce n'est pas inclusif, la classification. C'est un processus qu'on utilise vraiment pour établir un pied d'égalité pour les athlètes, ce qui veut aussi dire qu'il y a des conditions qui ne sont pas admissibles et donc qui sont exclues du processus de classification, toujours dans le but d'être équitable envers tous les athlètes qui participent dans le sport. Alors, qui s'occupe du processus de classification? Donc, pour être un classificateur ou une classificatrice, on doit être soit physiothérapeute ou soit médecin, puis détenir un permis de pratique en règle. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, soit physiothérapeute ou médecin. Et la deuxième chose, c'est qu'on doit avoir été certifié soit par Canada Équestre pour le niveau national ou par la Fédération Équestre internationale pour les niveaux internationaux pour être capable de classifier des athlètes. C'est un processus que je vais vous décrire un petit peu, qui prend quand même du temps et qui a plusieurs étapes. Donc, on essaie vraiment de structurer ça le plus possible. Donc, ça, c'est pour les déficiences physiques. Pour ce qui est des déficiences visuelles, c'est vraiment soit un ophtalmologiste ou un opticien agréé qui va agir comme classificateur pour la vision. Donc, c'est un champ qui est un petit peu plus spécifique, puis que ce ne sera pas le physiothérapeute ou le médecin qui va faire. Donc, les classificateurs nationaux,
sont vraiment autorisés à réaliser les classifications d'athlètes pour les niveaux argent et or de compétition avec Canada Équestre. Donc, comme je vous disais, c'est une personne qui doit avoir un permis de pratique en règle. C'est aussi une personne qui doit avoir été accréditée par Canada Équestre. Donc, le processus comprend des formations qu'on fait, évidemment. Il y a beaucoup de formations continues, il y a beaucoup de consultations entre les différents classificateurs pour être certain qu'on garde nos connaissances à jour, puis pour être certain aussi qu'on garde la documentation qui est offerte au grand public à jour. Donc, ça, c'est pas mal. Puis en passant, il y a 5 classificateurs au Canada activement présentement. Donc, parlons un petit peu de l'admissibilité. Donc, comme je vous disais tantôt, pour être admissible au processus de classification, l'athlète doit avoir premièrement un certificat de condition médicale ou un diagnostic médical qui est admissible pour la classification. Je vais vous montrer une liste très bientôt. Et puis, cette condition médicale-là ou ce diagnostic-là doit être permanent, doit être vérifiable et doit être mesurable dans le cadre de notre système de classification. Donc, actuellement, on parle beaucoup des déficiences physiques. Peut-être important de mentionner ici qu'à l'heure actuelle, pour qu'une personne qui a un déficit plutôt au niveau intellectuel, une déficience intellectuelle, soit admissible, cette déficience intellectuelle-là doit être accompagnée d'une déficience physique à l'heure actuelle. Donc, nous, on va vraiment classifier les déficiences physiques en tant que telles. Puis encore une fois, les athlètes qui ont une déficience visuelle vont être classifiés par l'ophtalmologiste ou l'opticien. On va décrire un petit peu plus en détail les déficiences qui sont admissibles pour la classification. Donc, ici, vous avez vraiment une liste de ces déficiences-là. Donc, je vais développer un petit peu plus avec la prochaine diapositive qui a vraiment une description de chacune de ces déficiences-là. On va passer à travers une à la fois. Et puis, des exemples aussi de conditions qui s'attachent à ces déficiences-là. Donc, la première déficience qu'on peut mesurer puis qui est admissible pour la classification, c'est une diminution de la puissance ou de la force musculaire. Donc, on parle vraiment ici d'un affaiblissement de la puissance ou de la force qui est générée par un muscle ou un groupe musculaire d'un membre ou d'une partie du corps. Puis cette déficience-là s'attacherait, par exemple, aux lésions de la moelle épinière, spina bifida, la polio. Donc, ça serait des diagnostics médicaux qui s'attacheraient à cette déficience-là. Une autre déficience qui est admissible serait une diminution de l'amplitude articulaire, donc ou une diminution de l'amplitude maximale passive. Donc ici, on parle vraiment de la mobilité de une ou de plusieurs articulations qui seraient réduites puis qui vient vraiment comme compromettre la mobilité de la personne. Petite mention ici que une hypermobilité ou une instabilité articulaire, ça, par contre, ça n'est pas admissible pour la classification. Je vais vous expliquer un petit peu plus pourquoi bientôt. La déficience d'un membre, c'est aussi une déficience qui serait admissible. Alors, ici, on parle d'une absence qui est totale ou qui est partielle d'un membre ou d'une partie d'un membre, que ce soit en raison d'un traumatisme ou d'une condition congénitale. Par exemple, un accident de voiture qui aurait mené à une amputation ou encore vraiment être né avec l'absence d'un membre. La longueur inégale des jambes, c'est aussi une déficience qui est admissible pour la classification. Donc, soit un raccourcissement osseux dans une jambe ou dans une partie d'une jambe, que ça provienne encore une fois d'une déficience congénitale ou d'un traumatisme.
La petite taille est aussi une déficience qui est admissible pour la classification en paradressage. Donc, on parle d'une taille en position debout qui est réduite. Par exemple, quelqu'un qui aurait eu un déficit avec une hormone de croissance, ça serait un bon exemple de cette déficience-là. L'hypertonie. Donc, l'hypertonie, c'est une augmentation atypique ou anormale du tonus musculaire dans un groupe musculaire ou dans un muscle en particulier. Ça va affecter vraiment la capacité du muscle à s'étirer, puis ultimement, ça va souvent affecter la mobilité de la personne. Un bon exemple de ça, ça serait suivant un AVC ou encore avec la sclérose en plaques, des lésions cérébrales qui vont vraiment donner ce genre de déficience-là. La prochaine déficience sur la liste, c'est l'ataxie. Alors, l'ataxie, ça va vraiment toucher la coordination de la personne. Donc, ça va être un trouble au niveau des mouvements musculaires qui va s'associer à un trouble neurologique ou au niveau du cerebellum. J'ai juste le mot en anglais, je m'excuse. L'athétose, c'est des mouvements qui sont vraiment involontaires et déséquilibrés. Donc, on peut voir comment ça peut être un bon challenge là, pour une personne qui monte à cheval, qui peut affecter l'équilibre, la coordination encore de la personne. Souvent, ça va être associé encore à des troubles neurologiques. Et puis finalement, la dernière déficience qui fait partie de cette liste-là, c'est les déficiences visuelles. Donc, ça peut être une partie de la vision périphérique, puis c'est un certain critère assez spécifique là, pour les déficiences visuelles. Alors, on va maintenant parler des déficiences ou des diagnostics qui sont non admissibles pour la classification. Donc, pour qu'une déficience soit admissible, on peut passer à la prochaine diapo. Parfait. Alors, pour que ça soit admissible, il faut que la condition soit stable. Donc, des conditions qui fluctuent énormément de jour en jour ou de semaine en semaine, ça devient des conditions qui sont difficiles à évaluer de façon objective et puis ça les rend donc non admissibles pour la classification. L'autre chose, c'est que ça doit être mesurable. Donc, on doit vraiment être capable de prendre des mesures objectives pour que ça corresponde au protocole standardisé qu'on utilise pour la classification. Encore une fois, dans un but d'être équitable et d'offrir un pied d'égalité à tous les athlètes qui participent au processus. Donc, des exemples de conditions qui sont non admissibles, ça serait une dégradation articulaire en raison de l'âge, donc l'arthrose, une ostéochondrite associée, une maladie débilitante générale ou des fonctions mentales qui sont dégénérées, comme la démence, par exemple, ou des troubles d'apprentissage. Les maladies de la peau ne sont pas admissibles pour la classification, l'obésité non plus. Des troubles de mouvement qui sont liés au sommeil, qui ont tendance à être très fluctuants, très instables. Une hypermobilité articulaire, avec les standards qu'on utilise, malheureusement, ce n'est pas une condition qui est admissible puis qui est mesurable pour nous. Les troubles respiratoires ne sont pas admissibles. L'épilepsie, qui a encore une fois tendance à être très fluctuante, très instable et imprévisible comme condition. La fatigue associée à certaines conditions comme la fibromyalgie, les troubles cardiaques ou circulatoires, les déficiences auditives et évidemment la douleur qui est très subjective, qui est difficile à rendre objective et mesurable dans un cadre de classification. Je pense que ça couvre pas mal les conditions qui sont non admissibles. Donc, on a parlé de ça un petit peu précédemment, mais à l'heure actuelle, les déficiences intellectuelles ne sont pas admissibles pour la classification. Par contre, ça n'exclut pas les athlètes
qui ont des déficiences physiques qui s'accompagnent d'une déficience intellectuelle d'être classifiés. Donc, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est qu'il doit y avoir une condition ou une déficience physique mesurable qui accompagne la déficience intellectuelle pour que l'athlète puisse être classifié dans le système. Alors, on va parler un petit peu ici des étapes de la classification et du processus. Donc, il y a ce qu'on appelle une attestation de diagnostic qui est vraiment nécessaire pour être admissible au processus de classification. Donc, si vous désirez procéder avec le processus, c'est important que vous ayez une attestation de diagnostic médical qui va vraiment décrire les déficiences associées à ce diagnostic-là. Donc, dans certains cas, juste le document, vous allez voir ça un petit peu plus tard aussi, mais c'est un document qui est offert par Canada EQUESTE. Donc, il y a un document officiel qui doit être rempli par votre médecin. En général, ça va être suffisant. Donc, il va poser vraiment un diagnostic médical, puis qui va vraiment expliquer les déficiences qui sont attachées à ce diagnostic médical-là. Une fois qu'on a ce document-là, je retourne un peu au groupe consultatif mentionné plus tôt. Donc, ces documents-là vont être envoyés au groupe consultatif de Canada EQUESTE. Puis les documents vont être passés en revue. Puis ce qu'on va évaluer avec ça, c'est vraiment est-ce que le diagnostic ou la condition médicale, elle est éligible et admissible pour la classification et est-ce que les déficiences qui s'y attachent sont aussi admissibles pour le processus de classification. Donc, en général, ça va être suffisant, mais parfois, on va avoir besoin de documents supplémentaires. Donc, par exemple, une condition médicale, comme on voit sur la prochaine diapositive, donc une condition médicale comme la sclérose en plaques, qui peut se présenter sous vraiment multiples formes, puis qui a tendance à fluctuer. Ça va arriver parfois qu'on va avoir besoin de documents supplémentaires. Alors, parfois, un document qui va être signé et rempli par un spécialiste, par exemple un neurologue. Puis ça va arriver aussi qu'on va demander des documents comme un rapport de résonance magnétique ou une biopsie musculaire, donc vraiment des informations médicales supplémentaires qui vont nous permettre de vraiment comprendre le profil de l'athlète et puis les déficiences qui s'attachent à sa condition médicale. Alors, une fois qu'on a ça, ça va passer par le groupe consultatif. Puis là, on va vraiment procéder à l'évaluation de l'athlète. Donc là, on saute vraiment concrètement dans le processus de classification. Donc, l'athlète va rencontrer les classificateurs pour son évaluation. Vous allez avoir acheminé tous les documents et vous allez avoir une date qui va vous être acheminé. Et puis, vous allez vous présenter en personne avec deux classificateurs, dans le fond, qui vont procéder à l'évaluation. Il y a un des deux classificateurs qui va plus être le scribe, donc qui va prendre les notes, mais qui va aussi être un observateur externe. Puis, il y a un classificateur qui va vraiment procéder à l'évaluation physique en tant que telle. Puis, les deux classificateurs sont certifiés et qualifiés pour procéder. Donc, les rôles sont vraiment interchangeables. Puis, on est deux parce que c'est important d'avoir vraiment deux paires de yeux là, pour ce processus-là. Donc, l'athlète, lors de la classification, va vraiment être évalué de la tête aux pieds par le biais des tests qui correspondent aux normes de la Fédération équestre internationale. Donc, il y a trois aspects principaux qui vont être évalués lors de la classification. Le premier, c'est l'amplitude articulaire ou la mobilité des articulations en tant que telle. Le deuxième, ça va être la force ou la puissance musculaire. Et le troisième, ça va être la coordination. Et dépendant du diagnostic médical et des déficiences de l'athlète, on va vraiment mettre l'emphase
plus ou moins sur une ou plusieurs de ces composantes-là pour vraiment s'assurer qu'on a le meilleur portrait de l'athlète, puis de la façon aussi que ces déficiences-là peuvent l'affecter quand il est à cheval en tant que tel. Peut-être une petite note ici aussi à mentionner. Quand on évalue la mobilité articulaire ou l'amplitude articulaire, on le fait avec une optique du mouvement qu'on a besoin quand on est à cheval. Donc, c'est vraiment spécifique au sport équestre. Donc, c'est rare avec les sports équestres qu'on va avoir besoin de mettre nos mains par-dessus notre tête. Donc, on reste vraiment dans l'amplitude articulaire qui va être requise pour la pratique du sport. Donc, l'évaluation de l'athlète va se faire, comme je disais, en personne. On encourage fortement l'athlète à se présenter avec son entraîneur. Donc, l'entraîneur va avoir un rôle qui est plutôt passif pendant l'évaluation en tant que telle. Mais c'est vraiment pratique d'avoir l'entraîneur sur place, non seulement pour l'informer lui par rapport à qu'est-ce qu'on fait avec la classification, mais aussi parce qu'on risque vraiment à la fin ou au début de la séance d'avoir des questions pour l'entraîneur aussi. Donc, avec le consentement de l'athlète, l'entraîneur va accompagner et puis va avoir un rôle d'observateur plus que d'un acteur vraiment participant, mais on va probablement avoir des questions vraiment pour l'entraîneur. On invite aussi l'athlète et l'entraîneur à lire le guide de paradressage et tous les documents d'information qui sont envoyés avant la séance d'évaluation, non seulement pour savoir à quoi s'attendre, mais aussi pour avoir des questions préparées pour nous. On fait vraiment notre possible comme classificateur de répondre le plus possible à vos questions. Donc, n'hésitez pas à développer les questions que vous pensez avoir, puis on a toujours un temps pour discuter au début ou à la fin de la classification. L'autre chose qui est importante, ça serait de vous présenter le plus possible avec les vêtements que vous allez porter pour la pratique du sport. Donc, ça nous donne vraiment une meilleure idée de la mobilité que vous avez quand vous pratiquez votre sport, mais aussi de la force, des restrictions. Puis l'autre chose qu'on invite les cavaliers à faire, c'est de venir avec leur aide adaptée, alors les aides compensatoires. Pas besoin d'amener votre sel, une photo, ça va suffire, mais les équipements qui se transportent bien, c'est toujours utile qu'on puisse voir ça parce que ça fait aussi partie des choses qui vont être touchées lors du processus de classification. Donc, on peut aider aussi avec ça. Donc, dernier petit point par rapport à l'évaluation physique qu'on fait lors de la classification. Donc, c'est un processus qui peut être vraiment demandant. Donc, c'est super important. Nous, on veut évaluer l'athlète au meilleur de ses capacités. Donc, tu sais, on demande aux athlètes d'arriver le plus reposé possible, puis d'arriver dans un état d'esprit qui est prêt à fournir le meilleur de ses efforts. Dans l'optique qu'on veut voir le meilleur des capacités de la personne pour vraiment lui donner un grade qui est représentatif dans sa pratique du sport en tant que tel. Dans le cas où est-ce que la fatigue ou la douleur va vraiment interférer avec l'évaluation, ça peut arriver des fois qu'on ne puisse pas compléter l'évaluation de l'athlète. Puis à ce moment-là, on va être obligé de recéduler une séance d'évaluation pour être capable de bien classifier l'athlète. Donc, c'est un processus qui peut amener de la fatigue, c'est exigeant et puis c'est important d'arriver préparé en conséquence pour ça. Il y a aussi ce qu'on appelle les critères de déficience minimale. Donc, on a parlé des conditions admissibles, des déficiences admissibles pour la classification. Donc, nous, quand on fait la classification, on utilise vraiment une grille qui est très détaillée et qui est très standardisée. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va faire nos tests physiques, puis on va accorder une note ou une cote pour chaque test, chaque partie du corps qu'on va évaluer. Puis, au bout de la ligne, on a tous ces chiffres-là, dans le fond, qu'on va cumuler, puis qui vont être vraiment analysés. Puis,
ces calculs-là vont mener, dans le fond, à ce qu'on soit capable d'avoir un pourcentage un peu de la perte de fonction d'une partie du corps, par exemple une jambe ou un bras. Donc, pour que ça soit admissible, le critère de déficience minimale d'un membre, ça doit être plus que 15% de perte de fonction de la partie du corps en question. Puis, évidemment, il faut encore qu'on soit capable de mesurer ces déficiences-là objectivement pour être capable de classifier l'athlète. Donc, dans la mesure que le 15% minimal n'est pas atteint, à ce moment-là, l'athlète va être catégorisé comme non admissible pour la classification. Après l'évaluation de l'athlète, comme je vous disais, les résultats vont être cumulés, donc on va vraiment faire tous les calculs, puis on va arriver finalement à établir un profil ou des différents profils. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout ça en revue avec le groupe consultatif de classification. Donc, tous les résultats vont être vraiment examinés et puis on va attribuer à l'athlète le profil qui correspond le plus à ses capacités fonctionnelles et à sa déficience, vraiment en fonction des normes de classification de la Fédération équestre internationale. Puis là, en fonction du profil qui va avoir été attribué à l'athlète, on va approuver des aides adaptées ou des équipements compensatoires que l'athlète va pouvoir utiliser en fonction de son profil. Donc, ici, on va voir vraiment des exemples de profils. Donc, pour la prochaine diapo, on voit, par exemple, le profil numéro 2. Si vous regardez le petit schéma, on voit les pointillés au niveau des bras, au niveau du tronc et au niveau des jambes. Donc, pour un profil numéro 2, on parle d'un athlète qui va avoir des déficiences non seulement au niveau des membres supérieurs, donc des bras, mais aussi au niveau du tronc et au niveau des jambes. Puis, vous voyez aussi sur le profil qu'il y a un petit fauteuil roulant. Donc, ça veut dire que cet athlète-là, de façon générale, va se déplacer en fauteuil roulant. Puis ça appartient au grade 1, le profil numéro 2. Donc, le profil numéro 23, c'est un bon exemple d'une diminution de la fonction de la partie inférieure d'une jambe. Donc, on voit qu'encore une fois, il y a des petits pointillés au niveau de la jambe gauche en bas. Ce profil-là, numéro 23, appartient au grade numéro 5. Et puis, le profil 36 est un bon exemple d'une déficience visuelle. Donc, on voit les petits X au niveau des yeux. Donc, pour le profil 36, la personne elle est aveugle et ça appartient ou partiellement hypothéqué au niveau de la vision. Puis, ça appartient au grade numéro 4. Alors, chaque profil correspond encore une fois vraiment à un niveau de déficience, mais aussi aux parties du corps qui sont associées à ce niveau de déficience-là. Puis ça va vraiment donner un portrait là, de l'athlète en tant que tel. On va parler maintenant des grades de classification en paradressage. Donc, il existe 5 grades. Les grades 1 et 2 correspondent aux déficiences les plus sévères. Donc, on parle par exemple de paralysie cérébrale. Donc, la plupart du temps, ces personnes-là vont se déplacer en fauteuil roulant. Les grades 3 ont une déficience qui est un peu moindre. Donc, par exemple, une personne qui est paraplégique, qui a perdu l'usage de ses jambes, mais qui est encore très fonctionnelle avec les membres supérieurs, les bras. Un grade 4, l'athlète va souvent être capable de marcher, même si c'est avec une aide à la marche. Donc, la déficience est un peu moindre. Et les grades 5, les déficiences sont un petit peu moins sévères. Donc, à travers ces grades-là, on l'a mentionné un petit peu tantôt, mais c'est important de comprendre que les athlètes appartenant à un même grade vont compétitionner ensemble, donc un contre l'autre, si on veut, en compétition. Mais ce n'est pas tous les mêmes profils qui vont compétitionner ensemble. Donc,
Les grades 1 vont compétitionner avec des reprises qui appartiennent au grade 1 et contre des athlètes qui appartiennent au grade 1, mais il va y avoir différents profils qui appartiennent à ce grade-là. Et c'est la même chose pour tous les grades. On va parler un petit peu plus en détail de chaque grade. Je pense que c'est quelque chose qui avait déjà été développé dans un des webinaires précédents, mais on va faire un petit survol. Donc, avec un grade 1, l'atteinte fonctionnelle est assez sévère et ça va souvent affecter vraiment tous les membres, donc les 2 membres supérieurs, les 2 membres inférieurs, mais aussi le tronc. Donc, la plupart du temps, ces athlètes-là vont se déplacer en fauteuil roulant comme à la maison, mais aussi à l'extérieur de la maison. Ils peuvent être capables parfois de marcher pour des courtes périodes, mais ils vont avoir une démarche qui est assez instable. L'équilibre et vraiment le tronc est assez impliqué au niveau des déficiences. Les grades 2 sont atteints, eux, d'une déficience assez grave au niveau du tronc et d'une déficience minime au niveau des bras, des membres supérieurs, ou encore, ils ont une déficience modérée au niveau du tronc, puis ils ont une déficience qui va aussi affecter les membres supérieurs et inférieurs. Donc, la plupart de ces athlètes-là vont aussi se déplacer en fauteuil roulant au quotidien. Les grades 3 sont atteints d'une déficience grave, soit aux 2 membres inférieurs ou d'une déficience minime au tronc et pas de déficience du tronc. C'est un peu mêlant cette phrase-là, mais donc il peut y avoir soit une déficience grave aux membres inférieurs et une déficience minime au tronc, ou encore aucune déficience au tronc et une déficience modérée des membres supérieurs, inférieurs et du tronc. Donc, essentiellement, les grades 3, c'est un mix de différents profils. Il y a vraiment une grande variété au niveau des profils. Je vous invite à peut-être consulter les documents plus tard, mais on voit vraiment là, une grande variété de déficiences puis des parties du corps qui sont atteintes dans le grade 3. Dans ce grade-là, il y a certains athlètes qui utilisent un fauteuil roulant, mais pas nécessairement tous. Donc, certains de ces athlètes-là vont utiliser des fauteuils roulants pour des déplacements en dehors de la maison ou des déplacements qui sont plus longs. Mais le reste du temps vont plutôt utiliser une aide à la marche. Les grades 4 sont atteints d'une déficience ou une incapacité grave des 2 membres supérieurs ou d'une déficience modérée des 4 membres. Et les personnes de petite taille appartiennent aussi au grade 4. Donc, la plupart du temps, ces personnes-là sont en mesure de marcher. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'un fauteuil roulant au quotidien. Ils peuvent utiliser une aide à la marche pour les assister avec l'ambulation. Puis aussi, les grades 4, pour les personnes qui sont atteintes visuellement, la catégorie visuelle B1 appartient au grade 4. Donc, c'est une faible acuité visuelle ou aucune perception de la lumière. Et enfin, les grades 5 sont vraiment les atteintes les plus légères. Donc, une légère, soit une déficience de mouvement ou de force ou une déficience au niveau d'un membre ou de 2 membres. Puis les grades 5 comprennent également les athlètes atteints d'une déficience visuelle B2. Donc, une meilleure acuité visuelle que ceux-là qui avaient été classés dans les grades 4 ou qui ont un champ visuel de moins de 5 degrés. Alors, cette diapositive-là vous montre vraiment l'organisation des différents profils en fonction des grades. Donc, le grade 1 étant le plus, ayant des déficiences les plus sévères, le grade 5 étant moins sévère. Puis, il y a certains profils qui peuvent être attribués à des athlètes, mais qui ne sont toujours pas nécessairement admissibles pour la classification pour qu'ils puissent compétitionner en paradressage. Donc, encore une fois, une limitation qui est inférieure à 15 ou absence ou inadmissible, donc qui fluctue trop, qui n'est pas mesurable, qui est instable dans le temps. Donc, ça vous donne une idée vraiment de la répartition des profils à travers les grades.
Lorsque vous allez avoir un profil qui va vous être attribué avec le processus de classification, vous allez aussi avoir un statut de classification. Donc, les différents statuts nous donnent, dans le fond, une idée de si l'athlète a besoin d'être évalué ou pas et dans un futur plus ou moins rapproché. Donc, le statut N est pour nouveau. Donc, ça, c'est pour les athlètes qui n'ont pas encore été classifiés par le comité de classification nationale et puis qui doivent absolument subir une évaluation avant de participer à un concours de niveau argent ou or avec Canada Équestre. Le statut OA, ça, c'est pour les athlètes qui doivent être évalués par observation dans un milieu compétitif. Alors, ça va arriver parfois qu'on évalue un athlète à travers du processus de classification. Ça nous donne une bonne idée des déficiences de la personne puis de ses capacités fonctionnelles, mais on a besoin de plus d'informations. Alors, à ce moment-là, on va donner le statut OA, puis on va vraiment aller observer l'athlète dans le milieu compétitif, que ça soit à cheval. Des fois, on va demander des vidéos de la personne à cheval pour nous donner un meilleur aperçu ou des fois pour voir aussi, comme sur le terrain de compétition, comment l'athlète se déplace, comment il est autour de son cheval, tout ça. Donc, ça serait le statut OA. Le statut R, c'est pour un réexamen. Alors, ça peut être donné à un athlète qui a besoin d'une observation, mais aussi dont la condition fluctue. Donc, par exemple, la sclérose en plaques qui a tendance à fluctuer beaucoup. Donc, on veut vraiment offrir à l'athlète un profil, un grade qui est actuel avec ses capacités fonctionnelles. Donc, c'est pour ça que des fois, on va procéder à un réexamen régulier pour certains athlètes qui vont vraiment changer là, d'un mois à l'autre ou d'une année à l'autre. Le statut C, c'est confirmé. Alors ça va être plutôt pour les athlètes qui ont une déficience ou des capacités fonctionnelles qui vont être vraiment stables dans le temps. Par exemple, avec l'absence d'un membre, donc avec une amputation, ces athlètes-là vont avoir tendance à être plutôt stables dans le temps. Donc, ils vont avoir un profil et un grade qui va leur être attribué de façon permanente. Donc, ils n'ont pas besoin d'être reclassifiés. Puis finalement, il y a le statut non admissible. Donc, c'est des athlètes qui ne correspondent pas aux critères de handicap minimal pour être classifiés. On va faire un petit survol des aides compensatoires. Il y a un webinaire qui a été présenté par Nathalie Desrosiers avant les fêtes, qui était vraiment génial, très complet, très approfondi. Donc, je vous invite à visionner ce webinaire-là si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, je vais vraiment faire un survol ici, plus par rapport à la classification en tant que telle, mais vous avez accès à cette ressource-là du webinaire qui avait été présenté précédemment. Donc, tel que mentionné précédemment, en fonction du profil qu'on va attribuer à l'athlète, il va recevoir une autorisation d'utiliser des aides compensatoires qu'on appelle aussi des aides adaptées spécifiques en compétition. Donc, ces aides-là vont vraiment être indiquées par rapport au profil de l'athlète. Et puis, ces aides-là ont vraiment pour but de créer un cadre de compétition équitable. Donc, c'est vraiment, on cherche à créer un pied d'égalité pour tout le monde. Par exemple, mettons les élastiques qui sont fixés aux étriers ou des règnes qui sont pourvus de bas, ça serait des exemples d'aides compensatoires. Puis, important de préciser que ces aides compensatoires-là ou les aides adaptées ne visent pas à offrir un avantage à l'athlète. Donc, on ne cherche pas à créer un avantage qui serait injuste pour les athlètes. On cherche vraiment à maximiser leur capacité à cheval en fonction de leur déficience ou de leur capacité fonctionnelle. La prochaine diapositive montre vraiment un exemple d'une selle qui a été adaptée. Donc, encore une fois, si vous voulez vraiment une description des aides compensatoires, l'autre webinaire est très complet. Donc, je vous invite à faire référence à cette ressource-là.
Donc, les aides compensatoires vont être utilisées par les athlètes pour compenser une limitation physique ou sensorielle qui découle de leur diagnostic et de leur déficience, ce qui va leur permettre de monter à cheval. Comme je vous disais, ce n'est pas une aide qui va chercher à avantager un cavalier. C'est aussi pas une aide qui va chercher à compenser un manque d'habileté de monter à cheval. Ce qui est vraiment crucial avec l'utilisation des aides compensatoires, c'est la sécurité. Donc, il faut toujours garder en tête que les sports équestres sont des sports à risque de chute. Donc, c'est hyper important que les aides utilisées ne fixent pas le cavalier sur le cheval. Donc, si le cavalier a à tomber pour une raison ou pour une autre, l'aide compensatoire ne va pas restreindre la chute. Va permettre au cavalier de tomber librement si la situation se présentait. Les aides compensatoires sont divisées en 3 catégories principales. Alors, les aides compensatoires standards sont accessibles à tout athlète de paradressage. Donc, ce n'est pas des aides qui doivent être indiquées sur la liste. Je vais vous parler un petit peu de la liste de Canada Équestre, mais dans le fond, ça, c'est des aides que n'importe quel cavalier de paradressage peut utiliser. Et puis, ils sont libres de les utiliser ou pas. Ils ne sont évidemment pas forcés d'utiliser ces aides-là. Il y a les aides compensatoires qui sont propres au profil. Donc, ces aides-là doivent apparaître sur la liste principale qui appartient vraiment à l'athlète. Donc, ça va être déterminé par la classification et puis c'est vraiment propre au profil qu'on va donner à l'athlète. Puis la 3e catégorie, c'est les aides compensatoires qui sont non standards. Donc ça aussi, c'est super important que ça apparaisse sur la liste principale. Et puis, c'est une modification ou une aide qui va être vraiment spécifique à l'athlète et spécialement adaptée à cet athlète-là. Puis ces aides-là doivent aussi absolument avoir été approuvées lors du processus de classification. Donc, ici, je ne passerai pas en détail, mais vous avez la liste des aides compensatoires standards. Donc, c'est des aides qui peuvent être utilisées du niveau bronze au niveau platinum pour les athlètes de para qui ont été classifiés. Pas obligé de les utiliser, mais c'est des ressources qui sont accessibles. Donc, Canada Équestre, puis la Fédération équestre internationale ont développé des outils et des ressources pour vous permettre de vraiment voir la liste des aides compensatoires, puis aussi pour voir les photos. Donc, ça, c'est une ressource que je vous invite à utiliser. Puis, idéalement, de passer à travers de ça avant votre processus de classification pour justement que vous puissiez amener ces aides-là puis qu'on puisse en discuter lors de votre évaluation pour ultimement en venir à approuver ou non ces aides-là, que vous puissiez les utiliser en compétition. Donc, des très bonnes ressources à utiliser. Et puis, ici, on parle de la liste principale sur la prochaine diapo. Donc, la liste principale, c'est un outil qui va vraiment afficher la liste de chaque athlète qui a été classifié et approuvé par an. Ça va montrer son profil, son grade, les aides compensatoires qui ont été autorisées, puis son statut de classification. Puis le cas échéant, quand on a besoin d'un réexamen, ça va aussi indiquer la date de réexamen. Donc, cette liste-là, elle est mise à jour régulièrement et au besoin. Donc, c'est un très bon outil, puis c'est un outil que vous avez besoin d'être assez familier avec. Donc, c'est accessible à travers du portail de Canada Équestre. Et puis, la prochaine diapo va vraiment vous montrer comment accéder. Donc, je ne sais pas si ça a été mentionné, mais ce webinaire-ci va vous être accessible dans le futur. Donc, sentez-vous à l'aise de revisiter ces diapos-là. Puis, vous allez vraiment avoir accès à comment procéder pour trouver la liste de classification pour le parent.
Donc, ici, on a vraiment un exemple de la liste. Chose à mentionner qui est super importante. Donc, chaque athlète est responsable d'avoir une copie à jour de cette liste-là lorsqu'il participe à des compétitions et aussi d'envoyer une copie de cette liste-là avec leur inscription aux compétitions. Donc, la liste, elle est mise à jour régulièrement, donc c'est important de retourner visiter ça, soit vous imprimer une copie ou avoir sur votre cellulaire un screenshot de la liste. Donc, ça, c'est vraiment pour les officiels en compé et puis pour les juges qui sont autorisés vraiment à vous demander ce document-là lorsque vous compétitionnez. Donc, c'est ça, la prochaine diapositive vous montre vraiment un exemple de cette liste-là. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle une attestation de dispense pour le paradressage qui existe. Donc, l'attestation de dispense, ça permet aux athlètes qui participent au concours de niveau bronze de Canada Équestre d'utiliser des aides compensatoires adaptées. Donc, ça va leur permettre de, un peu le même principe que pour les niveaux argent et or, ça va permettre à ces athlètes-là d'avoir une liste d'aides compensatoires, mais les athlètes qui participent au niveau bronze n'ont pas nécessairement été classifiés. Donc, ça vous donne l'alternative quand même d'utiliser les aides compensatoires adaptées sans nécessairement avoir été classifié par Canada Équestre. Donc, oui, c'est vraiment l'athlète qui doit faire les démarches pour aller chercher cette attestation de dispense-là si il juge que c'est nécessaire avec son entraîneur. Donc, une discussion à avoir avec votre équipe puis votre entraîneur. Petit retour par rapport à la classification. Donc, il y a des délais qu'on va recommander de respecter suite à une blessure ou à une chirurgie. Donc, la raison qu'on respecte ces délais-là, c'est que ça va arriver parfois qu'il y a une guérison spontanée qui va se faire dans la période de temps accordée. Puis, ce qu'on veut, c'est classifier l'athlète une fois qu'il est stable. Donc, par exemple, une lésion neurologique, on va recommander un délai d'au moins 1 an après la lésion avant de procéder avec la classification. Donc, par exemple, une lésion au cerveau, au niveau des nerfs périphériques ou une lésion de la moelle épinière, on veut vraiment donner une période de 1 an avant de procéder avec la classification. Pour ce qui est des blessures orthopédiques, une blessure qui n'a pas eu besoin d'une chirurgie, on va parler d'au moins 3 mois après la blessure. Puis pour celles qui ont eu recours à une chirurgie orthopédique, on parle d'au moins 9 mois après la chirurgie orthopédique. Donc, il faut attendre ce délai-là avant de procéder avec la classification. Donc, ici, c'est un sommaire, là, donc c'est vraiment le guide de classification de l'athlète. Ça vous montre un petit peu les documents qui doivent être soumis au moins 3 mois avant le concours argent ou or auquel vous planifiez participer. Donc, ces documents-là vont être remplis, acheminés à Canada Équestre, analysés par le groupe consultatif préalablement avant de procéder avec la classification. Donc, ça vous donne vraiment une liste là, des documents qui doivent être remplis. Donc là, je vous ai décrit pas mal en détail le processus de classification. On a un schéma sur la prochaine diapositive qui donne vraiment un sommaire de tout ça. Donc, si on repasse en revue rapidement, on soumet la documentation à Canada Équestre. Le groupe consultatif va examiner cette documentation-là et l'approuver pour déterminer vraiment si l'athlète est admissible ou pas. Une fois que c'est déterminé que l'athlète est admissible pour la classification, une date va vous être envoyée, on cédule l'évaluation. La classification va avoir lieu. On va évaluer la mobilité, la force ou la coordination et où. En fonction de ça, on va, après l'examen, faire les calculs, déterminer quel profil correspond à l'athlète et quel grade.
Les classificateurs et le groupe consultatif vont se consulter pour bien confirmer tout ça. Puis après ça, les résultats vont être transmis à l'athlète, les résultats qui vont être soit admissibles ou non admissibles. Donc, ça vous donne vraiment un bon résumé là, du processus de classification en tant que tel. Tel que mentionné au début, Jamie-Anne Goodfellow, c'est notre coordonnatrice du programme de paradressage avec Canada Équestre. Donc, ici, vous avez vraiment l'information pour la joindre. Elle est fantastique. Elle met vraiment tout son cœur à l'effort là, pour vraiment bien desservir chaque demande. Donc, n'hésitez pas à contacter. Et puis, si vous avez des questions qui sont ressorties au fur et à mesure qu'on avançait dans la présentation, maintenant, ça va être le temps de les poser. Merci beaucoup, Mireille. Merci pour cette présentation. Ça me fait plaisir. Je vais inviter les participants de ce soir, s'ils le souhaitent, à utiliser l'outil de questions-réponses qui est en bas de leur écran pour poser leurs possibles interrogations. Donc, n'hésitez pas, on a toute une équipe qui est là pour répondre à tous vos questionnements. On peut commencer par une première question, Mireille, à savoir à partir de quel âge est-ce qu'un athlète peut être classifié? Donc, ce qui a été établi pour les athlètes juniors par rapport à la classification, c'est 12 ans. Donc, ça, c'est l'âge standard qu'on recommande. Ça donne vraiment le temps à l'athlète junior de faire une bonne introduction au sport. En général, avec la croissance, il y a certaines conditions qui peuvent fluctuer. Donc, ce qui a vraiment été établi par la Fédération équestre internationale et le Comité international de para, c'est 12 ans comme âge minimal. Merci. Alors, on a une autre question qui est rentrée. Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris le concept d'évaluation d'observation, OA. Serait-il possible d'expliquer un peu davantage? Oui, donc l'évaluation d'observation, ça consiste vraiment à... Donc, le processus de classification va consister en l'évaluation physique de l'athlète. Donc, 2 classificatrices qui sont avec l'athlète en personne, l'entraîneur est présent aussi. Et puis, on fait toute une série de tests physiques standardisés. À partir de ça, la plupart du temps, on a assez d'informations pour être capable d'attribuer un profil à l'athlète et un grade à l'athlète. Par contre, ça va arriver qu'on se consulte entre classificateurs, classificatrices, et puis on n'a pas assez d'informations avec cette évaluation physique-là. Donc, le OA, c'est ce qu'on établit pour dire qu'un athlète a été classifié, a procédé avec l'évaluation physique, mais on a besoin de voir plus que juste ces tests physiques-là. Donc, on va aller sur place au site de compétition, puis on va vraiment observer l'athlète dans un milieu de compétition pour mieux comprendre ses capacités fonctionnelles qui n'auraient pas été vraiment démontrées à travers des tests physiques. Je ne sais pas si ça répond aux questions. Merci. Je pense que oui, on nous confirme que oui. Super. On a une autre question. Tout à l'heure, vous avez parlé de la vision, donc le champ visuel. Pouvez-vous préciser les chiffres pour la distance que doit avoir une personne pour le grade 4 et 5? Ça, je vais référer en fait à mes collègues. Je ne sais pas s'ils vont avoir la réponse pour ça. Donc, nous, on est vraiment classificateurs pour les déficiences physiques. Les classificateurs pour les déficiences visuelles vont être les ophtalmologiques ou les opticiens en tant que tels. Peut-être que Sue aurait la réponse pour ça. On peut peut-être traduire en anglais pour voir si Sue aurait la réponse. Est-ce que tu veux lui poser la question? Yes, Sue, can you hear me? Yes, I can. So the question is about the visual component or visual handicap. So the person wants to know if we have the exact numbers in terms of how the vision is affected. I'm not sure
who would be the best person to answer that question? So the ophthalmologist will complete the form and make a statement to their visual acuity. We receive that information, but then we send it to the ophthalmologist classifier at Blind Sport Canada, and they make the decision. Whether Right. And is there any specific criteria in terms of the degree of impairment for the vision? yeah, it is, oh, where's my book? It's actually in our, the book was right here. It's in the manual. So there's the book. I can dig it out afterwards if you want to continue with the questions, and I'll see if I can get it to you. Perfect. Thank you so much. Okay. Donc, pour récapituler, Stu fait quelques vérifications et puis il va nous revenir avec un peu plus d'informations. On a une autre question qui est rentrée entre-temps. Si quelqu'un a un statut confirmé, mais que la condition change, est-ce que l'athlète peut demander une nouvelle évaluation? Absolument. Donc, ça va arriver parfois, un exemple de ça serait une personne qui a eu un traumatisme, qui a subi une amputation suite à ce traumatisme-là, qui a été classifié, qui a été confirmé avec le processus de classification. Et puis là, par exemple, cette personne-là, c'est pas souhaitable, mais ça peut arriver, se blesse à nouveau. Donc, a une nouvelle blessure ou un changement au niveau de son état fonctionnel. Donc, à ce moment-là, oui, la demande doit être acheminée à Canada Équestre. Donc, n'importe quel changement au niveau de la condition physique, fonctionnelle de la personne doit être mentionné à Canada Équestre. Puis à ce moment-là, Jamie-Anne va nous consulter le groupe consultatif. Puis là, on va vraiment déterminer est-ce que oui ou non, c'est nécessaire de refaire une classification. Mais oui, c'est quelque chose qui peut être fait parce que même si on confirme par rapport à un diagnostic médical ou les déficiences qui s'attachent à ce diagnostic-là, quand il y a un changement à ce niveau-là, tout à fait, on peut procéder avec une classification. Merci. Et voilà, on a fait le tour des questions. Je ne sais pas si Sue a trouvé sa réponse. I do have the figures if you want for the visually impaired. So for a B1, the logMAR is 2.60, totally blind, no sight. For a B2 is partial sight. Visual acuity ranges from logMAR 1.5 to 2.6 inclusive, and or a visual field that constricts to a diameter of less than 10 degrees. And then B3 is not eligible. Donc, on a regardé pour B1, B2. Est-ce que Mireille, vous voulez rajouter quelque chose à ça? Comme je disais, c'est vraiment l'opticien ou l'ophtalmologiste qui va procéder avec la classification de ces athlètes-là. Donc, puis comme Sue disait, je crois que c'est accessible dans le manuel. Donc, peut-être retourner au manuel pour avoir les chiffres exacts. Puis si vous avez des questions vraiment supplémentaires qui n'ont pas été répondues, toujours l'option de consulter Jamie-Anne qui va pouvoir vous envoyer ces ressources-là spécifiques ou le lien pour accéder à ces ressources-là. Super. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des dernières questions parmi nos participants ce soir? Je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, merci beaucoup à tout le monde de votre participation. Encore une fois, comme vient de le dire Mireille, n'hésitez pas à contacter les ressources qui sont disponibles à Canada Équestre. Donc, vous pouvez à tout moment, à partir de demain, retourner sur la
la vidéo qui est enregistrée en ce moment même, donc qui sera disponible en français sur la chaîne YouTube de Cheval Québec et en anglais sur la chaîne YouTube de Canada Équestre pour retrouver la piste ou prendre contact directement avec Jamie-Anne qui se fera un plaisir de vous aider et vous accompagner dans vos démarches. Merci tout le monde. Merci à vous de Canada Équestre et au plaisir de collaborer de nouveau avec vous. Merci. Bonne soirée tout le Merci. monde. Au revoir.